Aujourd'hui, on a 100 millions de personnes déracinées à travers le monde. La réponse pour 35 millions d'entre eux, c'est l'encampement. Qu'est-ce qu'on va faire en 2050 quand on aura 2 fois plus de personnes déracinées pour des catastrophes climatiques? Je m'appelle Rima, j'ai 30 ans et je suis réfugiée palestinienne en France depuis l'âge de 10 ans. Je suis juriste de formation et je travaille à la Cour nationale du droit d'asile et en parallèle j'ai fondé une ONG qui s'appelle l'Observatoire des camps de réfugiés. Ma famille s'est exilée de la Palestine. Ils ont été, comme près d'1 million de réfugiés palestiniens, expulsés en 1948 suite à la création de l'État d'Israël. Et ils ont été installés pour leur part dans les camps palestiniens en Syrie, donc dans le camp de Nerab précisément. Et j'ai tendance à dire que moi je suis née dans une forme d'insouciance dans ce camp parce que c'est un camp, ce qu'on appelle un camp dur, donc je ne suis pas née dans des tentes humanitaires. Ma mère va en fait tout simplement divorcer. Elle va faire une demande de visa pour la France qui va lui être accordée, mais ça prendra 7 ans entre le moment où elle arrive à venir seule en France et le moment où elle arrive à faire venir ses enfants. Quand je repense au passage de l'avant-après, donc du camp à Niort, c'est très brutal. Une fois qu'on a été scolarisé, j'ai arrêté de parler l'arabe et j'ai très vite absorbé la langue française comme par instinct de survie en fait. Je me souviens avoir littéralement bouffé les biographies de Malcolm X quand j'étais en seconde, de Martin Luther King. Ça a été vraiment des sources d'inspiration assez fortes pour moi. Je comprends à ce moment-là de ma vie que je suis née d'une certaine façon en étant lésée de pas mal de droits. Il faut savoir que nous, on est nés sans nationalité, que la première nationalité que je vais avoir, ça va être la nationalité française à mes 18 ans. Première carte d'identité, c'est symbolique. De l'avoir à 18 ans, c'est pas rien. Moi, je savais déjà que les camps pouvaient se pérenniser puisque je suis née dans un camp qui a été installé en 1948. Mais au moment où je me rends compte que la durée de vie moyenne des camps, c'est 12 ans à l'échelle mondiale, je réalise que c'est vraiment un phénomène en fait. Je décide d'arrêter ma thèse et 4 mois après, je dépose les statuts de l'Observatoire des camps de réfugiés où je me dis que je serai beaucoup plus en capacité de sensibiliser à grande échelle. Premièrement, le recensement et l'étude des camps à travers le monde. Le deuxième objectif de l'Observatoire, c'est vraiment d'être un acteur qui enquête sur les modalités de gestion et qui le fait de façon totalement indépendante, transparente, pour mettre en lumière les dysfonctionnements qu'on peut observer dans ces lieux. On aimerait à terme développer des outils qui pourraient par exemple permettre à des populations qui vivent dans des camps de nous signaler des dysfonctionnements, de nous signaler des abus de droit. Comment on arrive à autonomiser des populations quand elles ont passé des années dans des lieux qui peuvent être considérés de leur part et à juste titre comme des lieux d'enfermement. Il n'y a pas de camp officiel humanitaire en France. Les camps qu'on a en France, ce sont des camps informels. Mais on voit bien que paradoxalement, la question des exilés en France est quand même beaucoup traitée dans les médias. Elle est plutôt traitée d'un point de vue péjoratif sur un plateau de télé. Si on veut parler des migrations, on a essentiellement des discours visant à nous faire comprendre que c'est un danger, que c'est un problème. Il y a très peu de savoir, d'analyse. On n'invite pas suffisamment justement d'experts sur ce sujet. 86% des personnes qui sont déracinées à travers le monde sont accueillies par des pays voisins de leur pays d'origine. Ce n'est pas l'Europe qui porte la charge, disons, de l'accueil à l'échelle mondiale, ce sont d'abord des pays en voie de développement. Et on l'a très bien vu avec la crise syrienne, par exemple, où les réfugiés syriens ont été essentiellement accueillis par les pays voisins, donc le Liban, la Jordanie et la Turquie. Dans les camps, il y a 1001 talents, il y a 1001 savoir-faire. Le cliché qu'il faut pour moi complètement défaire, c'est d'arriver à reconsidérer ces populations, non plus pas que dans une figure de l'exilé qui a besoin d'être assisté, mais aussi dans la figure de l'exilé qui rencontre une épreuve de vie qui est celle de l'exil et de la migration, mais qui peut nettement contribuer à son environnement, que ce soit dans un camp ou dans une société haute.